Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial de Ben Lala. Ben là. Ben, disons que dans la saison 8, on en a eu quelques-uns des épisodes spéciaux. Ben là. Ben là. Non, c'est vrai parce que le Ben Lala est à nature pédagogique et j'ai eu plusieurs invités. Donc là, j'étais avec Marc. Salut Marc, comment ça va? Hey, salut Benoît, ça va bien? C'est pas toi qui es spécial? Non. Ben, je pensais que c'était moi. Hein? Ben, écoute, Tu as parlé d'être spécial, une saison spéciale. C'est quand même quelques fois cette saison-là. Ouais, disons que depuis le début de la saison 8, effectivement, on a eu plusieurs invités spéciaux. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Oh, Puis- on monte une coche. Exactement. On monte une coche, puis je pense que ça va être le fun de présenter notre invité de la semaine. Je pense que oui. Attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, cette semaine, on a le privilège d'avoir Carlos Bergeron. Salut, Carlos. Hey, quoi, ça va bien? Ça Oui. va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que nous, on a le droit de le dire, quoi? Bien sûr que oui. Donc, quoi? Quoi? Alors, Carlos, en fait, on se connaît sans se connaître parce qu'on est collègues de travail ici au Cégep. J'aimerais ça qu'on puisse te présenter aux auditeurs de Ben Lala. Donc, Carlos Bergeron, c'est qui? Oui, donc moi, je suis membre de la communauté de Mastoyats, Pointe Bleue, comme nous on dit encore souvent. Je suis prof ici au Cégep de Chicoutimi depuis bientôt 30 ans, donc rattaché au département de littérature. T'as pas de l'air à avoir 30 ans de carrière. Non, hein, j'ai l'air jeune. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-tu parce que tu te rases? C'est parce que je me rase. OK. C'est parce que nous autres, là, les Inuits, quand on vieillit, on prend du poids, fait qu'on n'a pas de rides. OK. OK. Mais je te confirme que les Québécois aussi. C'est ça. OK, je vais Donc, moi, mettre- j'ai pas de ride. Donc, c'est ça. Presque 30 ans, je suis ici. J'ai enseigné quand même 28 ans à travers tout ça à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai mené plusieurs projets à l'international, là, en Inde, au Maroc. Et quand même des projets d'envergure. J'ai un doctorat en littérature, donc j'ai toujours beaucoup travaillé. Je me suis toujours poussé au-delà de ce que j'étais capable de faire tout le temps. Un doctorat en littérature provenant de la communauté Innu. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont capables de faire, en fait, qui se rendent aux hautes études? Parlons de toutes les communautés du monde. Les gens qui ont des doctorats, c'est quand même très rare. C'est Donc, vrai. on parle de points, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais au niveau mondial. Donc, c'est un diplôme qui n'est pas vraiment recherché parce que on peut l'utiliser pour aller pour travailler à l'université et tout ça, pour être chercheur, Donc, c'est pas un diplôme qui est vraiment couru. Mais moi, je tenais vraiment à me rendre jusqu'au bout dans mon parcours. C'est vraiment important pour moi. Mais déjà, tu sais, d'aller faire des études doctorales, les réussir, puis d'être titulaire d'un diplôme de doctorat, il n'y a pas beaucoup de monde, peu importe la discipline. Peu importe la discipline. Et c'est pour ça que j'en suis très fier. Puis j'en suis fier aussi parce que je suis nous particulièrement. Pour moi, j'en suis très fier. Mon père est décédé, il était très jeune, donc il avait 57 ans. Et je suis sûr qu'il serait très fier de moi aussi aujourd'hui. Donc, s'il était là pour voir ça, j'y pense souvent en ce sens-là. Dans ton parcours académique, Carlos, comment toi, quand tu étais au primaire puis au secondaire? Parce que veux pas, c'est des périodes quand même qui sont critiques. Tu étais quel genre d'étudiant à ce moment-là? J'étais un étudiant qui a vécu beaucoup d'intimidation. OK. J'étais très retiré. J'avais un nom à part des autres. Ça s'appelait Carlos dans les années 60-70 à Chicoutimi. Ça part mal. C'est pas évident. Puis ajouter Bergeron à ça, ça marche pas, Carlos Bergeron. OK. Donc, C'est- j'ai vécu énormément d'intimidation par rapport à ça, puis par rapport à autre chose aussi. Donc, j'ai eu une enfance quand même difficile, socialement parlant, et une adolescence aussi, mais je me suis quand même repris en main à la fin de l'adolescence, là. OK. Tu sais, on parlait tout à l'heure, je parlais à beaucoup de gens aujourd'hui, puis nous, les gens de mon âge, on a souvent grandi en se faisant dire que c'était pas beau d'être un Autochtone, c'était pas une bonne chose, qu'on était sale, qu'on était sauvage. Donc, il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont restés avec ça, cette honte-là. Puis moi, à la fin de mon adolescence, j'ai décidé que c'était non. Donc, dès la fin de mon adolescence, vers 19 ans, j'ai vraiment travaillé à ma fierté d'être autochtone. Tout le temps. Et à travers les années, ça a été toujours plus. Donc, je ne serai jamais autant fier d'être autochtone que je suis maintenant.
Ça va encore prendre beaucoup de temps. Ça va encore, je peux encore être encore plus fier encore peut-être plus tard. C'est vraiment à tous les jours que je développe ça. Carlo, j'ai une question qui me vient en tête, parce que moi, je suis originaire de Roberval, donc j'ai fait mes études primaires et secondaires à Roberval, à côté de Pointe-Bleue. Quand Ouais. tu disais Pointe-Bleue tout à l'heure, Ouais. moi, ma jeunesse, on ne parlait pas de Mastoyache à ce moment-là, on parlait de Pointe-Bleue. Oui. Puis, donc, j'ai côtoyé beaucoup d'étudiants qui venaient de Pointe-Bleue. Est-ce que tu penses que ça pourrait être différent, comme nous, on est un plus petit milieu, que dans un milieu comme Chicoutimi, la relation qu'il pouvait y avoir là, entre les Allochtones et les Autochtones? Tu veux dire à cette époque-là? ou Ouais, maintenant? à cette époque-là ou aujourd'hui? Ben, vous savez que la relation entre Allochtones et Autochtones a toujours été un peu difficile. Et même entre Autochtones et Autochtones parfois. D'accord? Donc, on pourra en parler longtemps, là. D'accord? Mais, et ça n'a pas changé. OK. C'est-à-dire que ici, au Cégep de Chicoutimi, on fait beaucoup de choses pour la sécurisation culturelle, ce qu'on appelle la sécurisation culturelle. Mais ce sera très long avant d'abolir ces frontières-là et avant de vraiment faire en sorte que nos étudiants autochtones se sentent extrêmement bien dans un milieu aussi grand que Cégep de Chicoutimi. Vous partez, je ne sais pas, moi, de Natashquan, de la Romaine, vous arrivez à Chicoutimi. Ça prend vraiment énormément de courage. Effectivement. On parle souvent de nos étudiants internationaux qui partent d'Afrique, qui ont peut-être un choc culturel en arrivant. Bien, les étudiants autochtones aussi en ont un choc culturel en arrivant. Le choc est si important que ça, Carlos. On part d'une communauté. Je ne parle pas du choc de Mastoyache, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est comme, c'est beaucoup moins important que si je parle d'une communauté qui est plus loin. OK. Donc, le choc, il est là. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas à travers uniquement des Allochtones ou presque. Et c'est pas parce que je suis un étudiant autochtone qui vient au Cégep de Chicoutimi que je connais tous les étudiants autochtones qui sont ici. Ils ne se connaissent pas. Ils viennent de communautés différentes. Ceux qui se connaissent, c'est ceux qui viennent de la même communauté et qui viennent souvent ensemble ou ils se connaissent ici là, par la force des choses. Mais vous savez, donc il y a vraiment un choc culturel. Il y a vraiment un mur et les étudiants doivent travailler très fort pour s'acclimater, pour arriver à l'heure au cours, c'est toute une nouvelle gestion du temps auquel ils ne sont pas habitués non plus. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça prend énormément de courage. Et je comprends. Oui. Puis pour l'avoir un petit peu vécu dans le passé, parce que je suis allé donner des formations là, sur différentes réserves, puis à ce moment-là, dans différents endroits. Puis c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est différente. Il y a une énergie aussi qui est différente de ce qu'on va retrouver ici. Là. Moi, en tout cas, à l'époque, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, oui, à la première approche, des fois, tu arrives, tu fais « oups », mais à force de discuter avec ces gens-là, c'est tellement enrichissant, c'est tellement ce qu'ils te racontent. Je suis allé au lac Mistassini ou encore au Djibougamau, c'était vraiment magnifique ce que j'ai vécu à ce moment-là. Là. Il faut décoder les codes culturels d'une autre façon quand on parle à des Autochtones. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de comprendre le paraverbal, le visage, les traits du visage, les échanges de regards. Ça ne se fait pas de la même façon. Je ne vous parle pas de moi parce que moi, je suis vraiment ici au Cégep depuis plusieurs années, puis que j'ai grandi en ville. Là. D'accord? Donc, mais les codes autochtones sont différents. Les gens pensent que c'est pas tant de différences culturelles. Oui, il y a des différences culturelles. Il y a 11 nations, c'est 11 cultures différentes. Mais c'est 11 codes, dans le fond, quand tu parles de codes culturels, si, mettons, je veux m'outiller pour essayer de tu sais, dans le fond, de les décoder comme il faut, puis de les comprendre, qu'est-ce que tu me suggérerais pour, tu sais, comme, à être attentif à quoi pour être capable de bien comprendre? Je prends l'exemple de ce que fait ici Nancy Vaillancourt au Cégep de Chicoutimi. Ils ont un projet de recherche. Est-ce que vous y avez participé? En fait, Indirectement. indirectement, puis je sais en tout cas, il faut qu'on en parle pour être capable de faire une demande pour avoir il y a comme une activité spéciale qui est rattachée à ça. Ça traite vraiment de ça. C'est-à-dire que Nancy, en fait, est rattachée au département de sciences infirmières. Je ne sais pas si c'est le bon nom du département. Soins infirmiers. Et ils ont un programme auquel je participe d'ailleurs à titre de personne bénévole. Donc, je joue le patient autochtone. Et en fait, l'expérience est la suivante. Je parle en leur nom, je m'excuse, mais je suis sûr qu'ils vont être contents quand même s'ils entendent ça parce que ça leur donne tout le crédit dans le fond. Donc, l'expérience est la suivante, c'est que ce soit des expériences avec des étudiants, futures infirmières, futurs paramédics, physio, peu importe,
le cégep de Chicoutimi, cégep de la santé. Donc, ils viennent, ils sont dans une salle, et moi, je joue le patient autochtone à qui on vient donner des soins à domicile. Et là, les étudiants doivent communiquer avec moi. Comment ils vont faire? Comment ils vont gérer les silences? Le silence n'est pas géré de la même façon chez les Autochtones que chez les Allochtones. Nous autres, on n'a pas toujours besoin de parler. On peut rester silencieux côte à côte très longtemps sans rien dire, puis c'est pas grave. Comment l'étudiant va gérer l'absence d'échange de regards directs? Si vous connaissez des Autochtones, il est possible qu'on vous parle sans vous regarder, alors que dans la culture autochtone, c'est tellement valorisé. Et on dit qu'il faut regarder quand on parle à quelqu'un, alors que nous autres, c'est pas ça. C'est pas nécessairement ça. Donc, le degré d'intimité n'est pas assez fort pour qu'on puisse toujours regarder quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça veut dire, justement, quand tu parles avec un Autochtone et qu'il ne te regarde pas et qu'on communique ensemble? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire? Non, c'est juste un code culturel. OK. Ça veut rien dire. Certains pourront vous dire, par contre, qu'ils se sentent intimidés face à un allochtone. C'est un allochtone qui est là. Mais entre autochtones aussi, on ne se regarde pas tout le temps, là. Ça peut vouloir dire différentes affaires, mais je pense que c'est une façon de faire, tout simplement. Là, ça te met mal à l'aise parce que je te regarde continuellement. Non, c'est correct. Je regarde pas Marc, je suis vraiment bien. Je suis habitué, on se regarde. OK. Je donne des cours en communication ici. Mais il ne faut pas oublier que Carlos, c'est quand même un prof. Oui, effectivement. Je suis un prof, donc je me vois mal donner un cours en regardant personne. OK. Que tu peux continuer dans ces exemples-là, parce que je trouve ça important de démystifier puis de jaser de ça. Parce que il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, de part et d'autre. Puis, tu sais, veux pas, tu t'enseignes la communication. Tu sais, c'est souvent un des problèmes entre peuples où on n'est pas capable de se parler, puis on n'est pas capable de se décoder, qu'on n'est pas capable de faire preuve d'empathie. Et que là, on dirait que ça vient chercher dans le fond, nos racines, puis que l'on veut soit s'affirmer ou soit qu'on ne comprend pas le comportement de l'autre, puis des fois, on tombe facilement dans le jugement. Mais imagine, souvent, on parle français, mais on ne se comprend même pas en parlant français. Moi, tu vois, là, ça fait 8 épisodes, 8 saisons qu'on fait ensemble. J'ai rien compris de tout ce que tu as dit. Déjà 8 saisons. Wow. Ouais, saison 8. Wow. Donc, tu vois, ça fait longtemps que je voulais te parler. Bien, il y a des codes. Toutes les cultures ont leur code. Pas seulement les Autochtones, pas seulement les Allochtones. Toutes les cultures ont leur code. Les Français ont leur code, les Américains. Les Québécois ont leur code. Un Québécois, c'est-tu plus un Français ou un Américain, selon vous? Dur à dire. Bon. Il est très américanisé. Bon, un Québécois, c'est quelqu'un, à quelque part, qui a aussi des traces d'Autochtones autour de lui. Tout à fait. Donc, on peut pas faire part, on peut pas faire fi de ça, parce que le territoire québécois appartient aux Autochtones. Il a été pris de force. Effectivement. D'accord? Donc, il a été pris de force. Le territoire appartient aux Autochtones. Et c'est le drame. Dans le fond, c'est comme si on allait chez vous, puis on prenait votre maison, puis on vous disait « partez ». On va rester ailleurs. J'arrive chez vous, Marc, je dis hey, « go, tu t'en vas, je suis chez nous, ça. » J'aime ton petit coin, je le prends. Je te donne le cabanon, puis moi, je garde le reste. Toi, tu t'en vas avec ta famille dans le cabanon. Un petit peu ça, la réserve versus le territoire. Là. Effectivement. Hein, on crée une réserve. Réserve, c'est un mot maintenant qu'on juge un peu raciste. On va plus dire village autochtone ou communauté. Donc, dans le langage gouvernemental, on va dire réserve encore et tout ça, comme le mot indien. La loi sur les Indiens et tout ça. Le mot indien est un mot qui est considéré maintenant un peu comme raciste aussi. Nous, on va se le dire entre nous pour rire ou parce qu'on est habitué, mais on va davantage dire aussi autochtone, Première Nation ou le nom de la nation, Innu, Atikamekw, Wendat, etc. Effectivement. Puis, tu me diras si je me trompe, mais je pense que les anciens ont un rôle important dans la culture autochtone, peu importe Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Les anciens, c'est les porteurs du savoir dans toutes les cultures autochtones, selon moi. Pas seulement ici au Canada, ailleurs aussi. Ici, la population autochtone a souvent oublié que les grands-parents, les anciens, il fallait les écouter, puis c'est des porteurs de savoir. Nous, on le sait. On le sait que les anciens, c'est des porteurs de savoir. On sait que les aînés connaissent des choses. Puis, c'est grâce à eux si tout le savoir s'est transmis depuis plusieurs millénaires. Écoutez, on parle ici au Québec, 10 000 ans peut-être, de présence autochtone. Rien n'a été écrit jusqu'à tout récemment. Tout s'est transmis par voie orale, rien n'a été écrit. Et malgré les pensionnats qui ont duré 150 ans, tout a ressurgi quand même.
C'est de la force, ça. Ah oui. On parle d'une force extraordinaire. C'est miraculeux. On parle d'une force extraordinaire chez les peuples autochtones. J'en parle, j'ai beaucoup de frissons. Extraordinaire chez les peuples autochtones, mettons du Québec, parce que la situation aussi au Canada anglais, il y en a partout. Mais prenons le Québec, c'est une force extraordinaire, une résilience extraordinaire d'avoir survécu et d'encore vouloir étudier, d'encore vouloir... D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'ai dit extraordinaire 5 fois, là, mais vous savez... Donc, c'est vous vraiment savez, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu parles de cette force-là, la spiritualité dans tout ça, parce que à un moment donné, pour que ça, avec toutes les... On va appeler ça des misères, on s'entend, là, avec toutes les tragédies que votre peuple a vécues, il a fallu que la spiritualité s'en mêle en quelque sorte pour que ça perdure. Vous savez, c'est un beau paradoxe que tu soulèves, Benoît. C'est-à-dire que, comment vous dire ça sans faire d'étincelles? Je vais vous donner mon point de vue à moi. OK? Il y a la spiritualité autochtone, puis il y a la spiritualité allochtone qui a été inculquée aux Autochtones, qui est celle qui est pratiquée le plus. Ah ouais. Le christianisme, le protestantisme et tout ça. OK. Donc, beaucoup d'Autochtones sont très, très croyants. Donc, le crucifix, la messe, le peuple autochtone est très croyant selon les principes du christianisme, mais ils vont mélanger aussi des rituels de l'ancienne religion. Donc, c'est une religion qui est plutôt axée sur les éléments naturels. Tantôt, avant de commencer, j'ai fait brûler de la sauge, donc pour purifier. Donc, la sauge est un élément naturel. Donc, il y a des herbes, le tabac, le foin d'odeur, des herbes sacrées qui vont encore être utilisées aujourd'hui, malgré le christianisme. Vous savez que jusqu'en 84, quand le pape Jean-Paul II est venu au Québec, il est venu à Montréal, si je me souviens bien, les Autochtones n'avaient pas le droit de manifester leur religion. Ils n'avaient pas le droit de faire des powwows, n'avaient pas le droit de... Avant 1980. Ouais, c'est le pape qui a donné le hockey. Le pape Jean-Paul II a dit maintenant les Autochtones ont le droit de pratiquer leur spiritualité parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là, je paraphrase le pape Jean-Paul II. Il a dû dire ça d'une autre façon. Il n'y a qu'un seul Dieu. Puis probablement dans une autre langue. Ouais, donc, mais en 84, jusque dans les années 80, si tu allais à l'université, tu perdais ton statut d'Autochtone aussi. Comment? Le gouvernement ne voulait pas que les Autochtones soient instruits. Ils perdaient leur statut d'Autochtone. Donc, les gens ne pouvaient pas aller s'instruire. Ben voyons donc. Dans les années 80. Moi, je suis passé cloche. Il n'y a pas si longtemps. Là. Je veux dire, moi, je suis rentré à l'université dans ces temps-là. Longtemps. Moi aussi, il n'y a pas si longtemps. C'est hier. Hein? Oui. Donc, c'était le gouvernement faisait perdre le statut, donc tu ne pouvais pas t'instruire. Ben voyons donc. C'était contre le projet du gouvernement, encore maintenant, d'une façon insidieuse, c'est un peu ça encore, de diluer la culture à travers... tu sais, on donne beaucoup de cartes de statut à tout le monde. On dirait qu'il y a plein de monde qui ont des cartes de statut, là. Tout d'un coup, hein? Bien, ça ne marche pas, ça. C'est une carte de statut, là. Nous autres, ceux qui sont autochtones sont contre parce que le plan du gouvernement, selon moi, c'est vraiment de diluer la culture. Donc, un peu comme les pensionnats ont fait, un peu comme... La culture va finir par se perdre si tout le monde a un statut, parce que la majorité des personnes qui ont des cartes de statut les ont pourquoi? Pour ne pas payer de taxes. Ben, tu sais, puis c'est pas la bonne raison. C'est pas vrai, parce qu'on en paye des taxes. Il y a plein de règles pour ne pas payer de taxes. Il y en a 3, en fait, là. Mais il y a d'autres privilèges qui sont associés à la carte de statut qui ne sont pas nombreux. Mais, tu sais, la carte de statut, c'est avant tout la fierté d'être autochtone. C'est un statut. T'as un statut, t'es autochtone. C'est exactement ce que je pensais. Il me semble que j'ai cette carte-là, c'est parce que, à quelque part, je suis autochtone. Je suis pas... Tu sais, on parle d'un statut, c'est pas n'importe quoi, là. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, c'est un statut, ça prouve qui tu es, ça prouve ton identité. Si tu ne t'identifies pas à ça, prends pas ta carte. Laisse ça à ceux qui s'identifient à ça. Laisse ça. Puis la loi sur les Indiens se modifie tout le temps, au fur et à mesure. Mais il ne serait pas temps qu'ils changent le terme de la loi sur les Indiens. Ça, c'est fédéral, ça? Oui, c'est fédéral. Bien, tout ce qui est lié aux Autochtones, c'est toujours fédéral. Les communautés autochtones, c'est régi par le fédéral. Ça serait le temps. On pourrait le dire à Poilievre. Poilievre, là, tu veux le contrôle? Là? Oui, go. Exactement. Go. Non, mais tu sais, c'est fait. Parce que Trudeau, il le fera possiblement pas. Là. Je ne veux pas me lancer en politique aujourd'hui dans une grande discussion, mais tu sais, on est rendu qu'on
qu'on s'insurge sur des mots qu'on ne peut plus dire, comme Exact. le mot en haine, par exemple. Ouais. Mais là, pourquoi dans ta loi, tantôt tu parlais d'utiliser le mot indien, c'était considéré comme du racisme? Ben, une forme de, pas nécessairement du racisme direct, mais indirect. Ouais. Quand c'est dit par un allochtone, il faut toujours nuancer. Ben, Ouais. tu sais, c'est ça. C'est parce que le mot en haine utilisé par deux personnes, en fait, je ne sais pas comment le dire sans heurter personne. Par mais exemple, deux personnes africaines qui vont se rencontrer dans un langage d'amitié, de chum de gars, ils peuvent se traiter. Ouais, Mais c'est juste eux autres qui peuvent le faire. exactement. Puis c'est pour rire, puis il y a une distance, puis il y a toute une conscience sociale derrière ça. C'est comme si moi, je parle à un ami, puis je dis « Hey, mon sauvage, viens-t'en ». Un ami autochtone, je vais pouvoir le faire parce qu'on a un lien, parce qu'on a une conscience, tu sais. Ben, vous Il savez y a que un c'est pas, historique, c'est c'est ça. pas, c'est pas c'est pour pas atteindre la raciste, personne. C'est pas raciste. Ouais. Mais prenez ça pour n'importe quelle minorité sexuelle, peu importe. Tu peux nommer des personnes pour rire, mais ça t'appartient à toi. Les autres ne peuvent pas le dire, eux. Est-ce que vous comprenez ce que Oui, je oui, veux tout à dire? fait, tout à fait. effectivement. Tu sais, il faut vraiment être sincère, puis il faut vraiment, dans cette façon-là, de nommer les choses, être honnête. Moi, je n'irais pas traiter quelqu'un d'Africain, je n'irais pas donner un nom raciste parce que je serais raciste. Non, non, c'est sûr. Puis ça, en même temps, tu le dis tout à l'heure, quand tu es en chum, tu es en ami, C'est pas la même différent, là. chose. C'est pas la même chose. On rit, on a du plaisir. Tu sais, on est de la même culture, on est de la même race. On peut le faire pour rire, mais jamais pour vrai ou pour... d'accord? C'est autre chose, ça. Donc, puis il y en a qui le feront jamais non plus. Il y en a pour qui c'est inadmissible. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde. Je vous parle de mon point de vue à moi toujours. Hein? Je ne Oui. veux pas généraliser. C'est vraiment moi qui assume qu'est-ce que je dis maintenant. Donc, selon moi. Puis de toute façon, Carlos, il a toujours assumé ce qu'il disait. Ouais, Oh, tout- oui, oui, oui. J'essaye le plus possible. Carlos, est-ce que tu trouves que, en fait, même si il y a encore du retard à rattraper, est-ce que tu trouves que dans les dernières années, il y a quand même eu une progression? Est-ce qu'il y a eu des changements, selon toi, dans les dernières années? Joyce Echaquan a fait un changement. D'accord? Ça prend souvent des gros drames comme ça pour que l'humanité, peut-être pas l'humanité, c'est un grand mot, mais pour que la société réfléchisse. D'accord? On parlait de racisme systémique, dont Joyce Echaquan a été victime. On l'a laissé mourir. Elle a eu le réflexe de filmer afin de montrer aux gens. Donc, Joyce Echaquan a vraiment créé un avant et un après elle. Parallèlement, je pourrais vous dire que oui, les consciences se sont élargies. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a beaucoup de paroles en l'air aussi. Puis, Mais, tu sais, tu sais, mais changer quelque chose qui est ancré dans la culture, dans la société, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts. long. ça demande énormément de temps et d'efforts. C'est sûr qu'il y a des belles choses qui se font, juste ici dans notre milieu de travail. Ici, on est dans le local des étudiants autochtones. On n'aurait pas eu ça avant. Il va y avoir un cours l'automne prochain que je suis en train de préparer, un cours de français d'accueil pour les étudiants autochtones qui est pensé selon la pédagogie autochtone, donc selon la transmission des savoirs à la façon autochtone. Donc, ils ne prendront pas de notes. Ça va être... Tu sais, si je fais un lien avec ce que tu disais tantôt... À quelque part, on part d'abord de l'oral pour aller vers l'écrit. C'est Oui. dans la culture. Ah ouais, tu vois. Donc, il y a une partie orale qui est importante. Puis, Pas dans la forme exposé orale, mais dans le fait de Oh, partager, oui. cercle de partage et tout ça. Aller en forêt, c'est important, aller en forêt. Pour les Autochtones, ça fait partie du cours. C'est important d'aller en forêt. C'est important de sortir. C'est important de partager son identité. C'est important de faire un projet communautaire, tout le monde ensemble. On vient de communauté. Et tu vois, moi, ce genre de cours-là, j'aimerais ça le suivre. Ben, moi Mais aussi. quand- Tu viendras le suivre, Marc, mais t'es pas autochtone. Mais je suis pas autochtone. Non. C'est vraiment réservé. Puis en plus, il va se donner à l'automne et à l'hiver. Ah, OK? wow. Discours des premiers peuples, que ça va s'appeler. Donc, c'est vraiment un cours qui est vraiment pensé par un Autochtone et pour les Autochtones. Il va y avoir un guide pédagogique pour accompagner le cours au cas où qu'un prof allochtone le donne, ce qui pourrait arriver. Donc, il va y avoir un guide pédagogique pour aider. Il va y avoir des objets référentiels culturels disponibles aussi.
Je trouve ça vraiment génial. qu'on va vraiment mettre à la disposition comme un tambour, par exemple, ou de la sauge, des plumes, etc., de la pipe. Tu parlais tout à l'heure, Carlos, qu'au cégep, bon, il y a le local ici, tout ça. Donc, moi, je me souviens, quand je suis arrivé, il y avait Michel Martin. Oui, Michel Martin a fait beaucoup. Puis Michel a travaillé fort. Très fort. Puis ce que je vois, en tout cas, je pense que ça a évolué, pas encore suffisamment, mais beaucoup ici au cégep de Chicoutimi. Oui, oui, Michel, c'est une pierre angulaire. Michel Martin, c'est une pierre angulaire dans le développement des affaires autochtones ici au cégep de Chicoutimi. Il y avait avant Michel, puis il y a après Michel aussi. D'accord? Ouais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est important, qui a laissé une trace. La semaine Mamo en est une. Oui. La courte pointe que vous voyez ici, c'est la première courte pointe qu'on a réalisée lors de la première semaine Mamo en 2018. C'est Michel, d'ailleurs, qui l'a cousu, là. Chacun a fait un petit carreau, personnellement, puis ça a été relié. Parce que les couvertures sont vraiment importantes dans notre culture. Donc, chacun a fait un petit carreau, puis Michel les a toutes reliées, là, avec Natacha Canapé-Fontaine, je crois, qui était là aussi. On prendra la photo tout à l'heure avec Oui. pour mettre sur le balado dans la diffusion. Super. Oui, Donc, oui. c'est vraiment un symbole qui est important. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y en a beaucoup encore maintenant. Puis il y avait avant Michel aussi. Hein, dans mon temps, quand j'étais jeune prof, moi, les étudiants autochtones venaient me voir dans mon bureau, puis on se mettait de la musique Inou, puis on fermait la porte. Là. Tu sais, c'était pas bien vu, puis il y avait carrément pas de place. J'ai rencontré une ancienne étudiante de Pessamit qui me disait « Je me suis jamais senti aussi seul quand je suis allé au cégep de Chicoutimi. » Là, ça fait, on parle de 20 ans, 25 ans. Là. Je me suis jamais senti aussi seul. Maintenant, les choses sont plus pareilles. Maintenant, on travaille fort à transformer les choses. Le local, la semaine Mamo, le cours qui s'en vient, prochaine session. On travaille fort à transformer les choses, à faire de la place, à sécuriser nos étudiants autochtones. La sécurisation, ça passe par des espaces dédiés, comme on a ici. Ça passe par des activités culturelles, comme la semaine Mamo qui va avoir lieu la semaine prochaine, entre autres. Parle-nous-en donc, justement, de cette semaine-là. La belle semaine Mamo que j'ai orchestrée, en fait, avec un comité constitué d'étudiants et de quelques membres du personnel. Donc, la semaine Mamo, Mamo veut dire ensemble, Mamo veut dire ensemble. Donc, c'est la semaine de la fierté autochtone, on pourrait l'appeler comme ça. C'est une semaine pendant laquelle on met de l'avant, dans les murs du cégep de Chicoutimi, la culture autochtone, justement. Ici, les deux grandes communautés sont les Inuits et les Atikamekw. Donc, en majorité Inuits, parce qu'on est sur un territoire Innu, mais aussi il y a des Atikamekw qui viennent à notre cégep, puis ça crée une belle synergie. Donc, la semaine Mamo est une semaine dans laquelle il y a des activités. Il va y avoir, par exemple, le chanteur Shawit, qui est un chanteur qui est très connu, qui a remporté le disque de l'année en langue autochtone à la disque, par exemple, en 2023. C'est quelqu'un qui est connu, on a beaucoup de chance, qui a accepté de venir nous rencontrer lundi. Son spectacle, c'est lundi midi. Il va y avoir, on va monter un campement autochtone dans la cour intérieure du cégep lundi après-midi. Donc, avec un poêle à bois, du sapinage dans le fond. Vraiment comme on fait. Le campement, c'est un beau symbole. C'est pas seulement le symbole du nomadisme, mais c'est aussi le symbole où l'homme fait un avec la nature. Tu sais, dormir sous la tente, sur un lit de sapin. C'est quelque chose. Tu fais un avec ton environnement, tu entends tout ce qui se passe dehors, t'entends. Donc, on va avoir un campement symbolique, donc du lundi au jeudi. Le mardi, bien, pendant tout ça, bien sûr, moi, je suis là pour animer. Je vais faire des mitaines en direct, puis je vais aussi tenir des ateliers de capteurs de rêves. Il y aura aussi Mme Wapistan Lalo, qui est une de nos étudiantes Inuits de la Romaine, qui va donner un atelier de confection de bannique le mardi après-midi. Donc, elle va montrer à l'assistance comment faire la bannique traditionnelle et on va la faire cuire dans le campement, donc sur le poêle à bois, là, directement dans la tente. Ça va vraiment être vraiment intéressant. Il y a aussi Mme Valérie Ouellet, qui est un prof en sciences humaines ici, du cégep de Chicoutimi, qui va donner une conférence le jeudi matin. Donc, une conférence qui portera sur les grands jalons de l'histoire autochtone depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. On va faire des belles découvertes dans cette conférence-là parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Donc, et qui sont intéressantes à entendre. J'ai sauté le mercredi. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Là. Ben oui. Le mercredi, il y a le film Wapishka, donc, qui fait encore les festivals au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, c'est comme un honneur de l'avoir. C'est un privilège parce qu'il n'est pas encore disponible nulle part. Mais on a reçu la licence pour le diffuser uniquement une fois pendant la semaine Mamo. Donc, Wapishka, qui parle vraiment de réconciliation. Donc, c'est un court-métrage racontant l'histoire d'Allochtones et d'Autochtones qui traversent les monts Wapishka dans le Nitassinan de Pessamit et qui font face à un climat qui est austère, à des difficultés de toutes sortes.
et qui, ben, on se rend compte qu'au fur et à mesure que le documentaire progresse, ben, que les deux groupes arrivent à plus se parler, à plus partager. D'accord? Donc, c'est ça, la réconciliation. Souvent, ça arrive dans l'adversité, quand on doit tous les deux faire face aux mêmes épreuves. Donc, on voit le partage et tout ça. Donc, c'est vraiment un film qui porte sur la réconciliation puis qui est vraiment intéressant à voir. C'est 30 minutes. Après le film, il va y avoir une discussion. Et on finit le jeudi, après la conférence de Mme Ouellette, on va finir jeudi avec les danseurs traditionnels de Mastoyach et de Roberval. Donc, des aînés, mais aussi des jeunes. Donc, on a vraiment des deux groupes d'âge. Je pense, entre autres, à Mme Lise Gagnon et à Mme Cocomme Germaine Dubé qui vont venir danser, nous montrer des danses traditionnelles. À des jeunes, j'ai un jeune de 15 ans qui s'appelle Noah Xavier Ducasse qui va venir aussi nous montrer une danse traditionnelle. Donc, un peu comme un power, le tout va être arrangé, animé par Mike Paul, un chanteur international qui a performé en France, dans plusieurs pays, et qui est en fait un artiste multidisciplinaire. Mike, c'est quelqu'un en fait, qui fait partie de ma famille aussi. Donc, c'est un petit cousin. On va dire, on est tous liés. On est tous cousins. Il y a un lien de sang. Je suis fier de lui, en tout cas. Donc, c'est lui qui va animer ça. Il va me porter son tambour. Puis, on va mettre vraiment une finale jeudi à l'heure du midi au Cégep de Chicoutimi. Vraiment une finale qui va être intéressante et culturellement superbe. Donc, mais comment on fait, Carlos, pour aller chercher? Parce que tu parlais là, tout à l'heure d'un chanteur. Tu parles de Mike, tu parles de Shawit, par Shawit, exemple, Mike. ça. C'est quand même pas facile à aller chercher. Là. Comment on fait pour aller dire à ces gens-là, venez-vous-en chez nous? Là, dans le milieu, les Allochtones oublient que dans le milieu autochtone, il y a de la culture. Il y a des chanteurs, des écrivains. Puis le milieu autochtone, il n'est pas grand. On se connaît toujours un peu. Moi, dans mon Facebook, je l'avais Shawit. Donc, puis le sens du végétarien n'est pas le même. C'est une autre culture. Donc, j'ai parlé, dit, communique avec mon agent. J'ai communiqué avec son agent, puis là, j'ai négocié, puis finalement, de fil en aiguille, c'est ça. Mike, c'est un ami à moi, un ami proche, fait que c'est sûr qu'il a accepté. C'était un peu plus facile. C'est lui qui va nous louer sa tente aussi, donc il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé là, pour pouvoir, tout l'aspect logistique de tente, puis de jeudi, là, les danses traditionnelles, mais il met en contact avec du monde aussi. Donc, il est très impliqué. Oui, il est très impliqué. C'est quelqu'un qui dévore la culture autochtone. C'est un beau représentant. C'est un conteur. Je travaille avec lui à la transcription de contes et légendes de Mastoyats. Donc, je suis en train d'écrire ça. On a enregistré des gens, dont lui, dont un aîné de Mastoyats, dans lequel je suis en train de transcrire les contes. J'ai tout transcrit de l'oral. On avait enregistré. Puis, je vais faire un manuel scolaire, justement. Donc, contes de ma communauté, mais aussi partie didactique pour étudier ces contes-là. C'est bon. Hey, c'est bon. Donc, tantôt, tu parlais, parce que tu l'as dit à quelques reprises, oui. le mot « power ». Ouais. Parce que moi, dans ma jeunesse, là, tu sais, quand on disait que c'était tout un power. C'est un gros party où est-ce que tout le monde était pacté. Exactement. et j'ai l'impression que c'est pas la même signification. Non. Donc, puis j'ai l'impression que l'expression qu'on vous l'a empruntée, je pense. Puis c'est mal, en fait, c'est mal appliqué dans son usage. Là. Mais j'aimerais ça que tu nous l'expliques, parce que ceux qui ont entendu, ça a tout un power. Tu sais, il y en a peut-être qui l'ont décodé. Je pense que c'est un gros party. De d'autres façons. Maintenant, le power, on va l'appeler le grand rassemblement des Premières Nations. Mais c'est power, ça veut dire ça. Okay. Donc, comme la semaine Mamou, moi, j'ai pas voulu qu'on mette Mamou ensemble. Je voulais avoir juste Mamou. Mm-hmm. L'année passée, on avait mis Mamou ensemble, puis j'aimais pas ça. Je préfère avoir juste Mamou. Si les gens veulent savoir c'est quoi, qu'ils le demandent. Il me semble que semaine, c'est en français, Mamou. Donc, dans un power, c'est un grand rassemblement des Premières Nations. Ce qu'on va faire jeudi, c'est pas un power, parce qu'on n'est pas dans une communauté. Puis le power est régi par exemple, tu vas rentrer par l'Est. Il y a plein de codes qu'il faut respecter. On ne peut pas faire ça ici. D'accord? Donc, mais il va y avoir des danses traditionnelles. Donc, un power, c'est quoi? C'est un rassemblement où les gens, dans telle communauté, vont arriver et vont faire des activités sportives traditionnelles. Du portage, de la course de canot, blablabla. D'accord? Il va y avoir des spectacles liés
qui vont mettre en scène des artistes autochtones. Que, par exemple, Shawit va revenir pendant l'été au Power de Mastouillat. OK. Donc, c'est lui qui va être là, entre autres. Il va y avoir des danses dans l'ancien cercle, des spectacles de danse traditionnels. La population est invitée à rejoindre la communauté de Pointe-Bleue. Tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Mais dans un powwow, il n'y a pas d'alcool. OK. C'est zéro alcool. C'est sans alcool. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de... C'est vraiment... C'est festif. C'est festif, mais sans alcool. Donc, seulement des boissons douces, du jus, de la liqueur. Vous pouvez manger aussi des mets traditionnels, comme par exemple le jeudi de la semaine Mamou, il y aura un dîner autochtone de powwow, parce que c'est les étudiants qui m'ont demandé de faire ça, demandé de donner, parce que les étudiants m'ont beaucoup conseillé. Donc, il va y avoir des tacos indiens. C'est des tacos indiens. On mange ça dans les powwows. Donc, c'est une bannique frite sur laquelle on met un mélange de tacos. Évidemment, on va faire ça avec la viande d'orignal, mais ça, on ne pourra pas. Ça va être du bœuf, mais ça ressemble à des tacos. Donc, OK. Ça, dans les powwows, on en mange des tacos indiens souvent. Là. C'est festif. Ça, c'est rappelle- jeudi, hein, faut Jeudi midi à la cafétéria. faut pas Faut manquer pas ça. manquer ça, Et il non? va y avoir vraiment la soupe au poisson blanc faite par Mme Gil Casavant de Mastouillache qui a gagné un prix avec cette soupe-là, un prix Ah, ouais. culinaire comme entrée, la salade des Trois Sœurs, comme dessert de la croustade au bleuet. Donc, on a axé sur un mec autochtone ou d'inspiration autochtone du moins. Donc, ça va être une semaine de découverte. Là, Découverte de tout, oui, tout le temps de découverte. Puis c'est ça qui est magnifique. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est comme ça qu'on dit aux gens, regardez-nous, on est là. Oui, démystifier On tout ça. démystifier. C'est pour ça qu'on se fait connaître. Regardez-nous, on est là, on existe. Tu sais? Puis si vous ne venez pas au powwow, ben on va vous en montrer des danses traditionnelles ici à Chicoutimi. Ah, c'est bon. Tu sais, c'est quelque d'amener- chose. C'est d'amener la culture ici. D'amener la culture ici pour la montrer, Mhm. c'est tellement beau. C'est Les clair. régalias, les robes, tout ça, c'est tellement beau. Ça m'amène... La couleur. ça m'amène un peu sur... En fait, un peu le dernier sujet que je voulais aborder avec toi. Oui. Parce que je vais assurément te réinviter parce qu'il y a d'autres questions que j'ai pour toi. Tu es un artiste. Oui. Puis aussi une personne d'affaires par le fait même parce que tu fais le commerce aussi un peu de ça. Oui, oui. Puis on s'entend, là, commerce, là, c'est pas dans le sens on va retrouver ton art sur des grandes surfaces. Tu prends ton numéro, tu attends le nombre d'années qu'il faut. Ça m'a amené sur ton tour. Je le sais. It's that time. Je le sais. Moi, j'ai pas de date, j'ai pas mon numéro, mais je sais que je suis sur la liste. Ça C'est va dans arriver. les- Et je Ça sais va pas ce arriver. que c'est. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton art, Ouais. de tu sais que ça vient, qu'est-ce qui t'inspire. puis- C'est une médecine pour moi. C'est vraiment une médecine. Quand j'ai commencé à faire de l'artisanat autochtone, quand j'ai commencé à explorer ça en moi, je me suis vraiment lié à mes ancêtres. Nous, on croit beaucoup au pouvoir des rêves. J'ai fait beaucoup de rêves. J'ai eu beaucoup d'enseignements par les rêves. OK. C'est trop long à expliquer. Mais quand j'ai commencé à faire de l'art autochtone, je me suis vraiment lié à ce que j'étais profondément en dedans de moi. Et chaque fois que j'en fais, c'est ça. Et mon art est particulier, puis c'est pour ça que c'est long, parce que je le fais tout à l'aiguille. Donc, je ne prends pas de machine. Tout est fait à la main, comme le faisaient les ancêtres aussi. Donc, vraiment, il n'y a aucune machine. C'est vraiment la doublure des mocassins, parce que je fais tout. Les tambours, les mocassins, les mitaines, les chapeaux. Je fais tout. Les Et capteurs tout est de fait rêve. avec les capteurs de rêve. Ben oui, je fais beaucoup de capteurs de rêve. Donc, je fais tout. Puis dans mon atelier, il y a des gens qui viennent, puis souvent, je vais leur montrer comment faire. Donc, j'ai plus de temps maintenant pour faire ça vraiment pendant le trimestre, mais j'ai hâte d'avoir du temps parce que j'ai vraiment plus de temps. J'ai vraiment, le temps court après moi, là. Mais c'est sûr que l'implication par rapport à la semaine Mamou, par Oui, rapport à tout ça, oui, ça a été justement, beaucoup. le nouveau cours a démarré. Ça a été beaucoup. La semaine Mamou, ça a été quelque chose de difficile pour moi. Je ne le cacherai pas parce que j'en ai eu de la coordination. Puis, c'est un gros stress pour moi. Je ne suis pas habitué à ça. Je suis prof. Je ne suis pas habitué à avoir autant de stress, Moi, ça demande de l'organisation. Pas la même beaucoup chose. d'organisation. Il faut que tu aies du timing, il faut que tu négocies. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, quand tu es engagé, je sais que tu es quelqu'un d'engagé et entier dans ce que tu fais. Tu sais, tu peux pas faire ça à moitié. Fait que- Jamais, je puis ne peux pas. Fait que là, si tu le fais à moitié, ben là, là, on n'est pas bien que ça. Fait que là, effectivement, tu sais, pour faire un petit peu un parallèle avec ce que tu dis, tu sais, as une grosse session, tu as une grosse période de travail.
à l'intérieur des murs du collège. C'est sûr que le côté artisanat, tu sais, J'arrive plus. il est encore là, mais tu sais, c'est pour ça qu'il faut être sur la liste. Parce qu'il ne faut pas que ça soit anxiogène non plus pour toi. Là. Puis, tu sais, moi, je le fais, comme je disais, comme une médecine. Donc, ça me lie à quelque chose de plus grand que moi. Donc, quand je le fais, par contre, je le fais bien. Mais c'est parce que je veux le faire. Si je ne veux pas le faire, ça ne marchera pas. J'ai fabriqué une mitaine pour la semaine de Mamou parce qu'il y a un tirage de mitaine pour faire une bourse pour les étudiants autochtones. Puis, je l'ai faite avec tout mon cœur, cette mitaine-là. C'est comme si ça allait être pour moi parce que, tu sais, puis même, il y avait une petite affaire que je n'aimais pas, puis j'ai recommencé. Je veux dire, il faut vraiment que moi, ça soit comme moi je veux. Il faut vraiment que ça soit... il faut que, quand j'ai fini un produit, il faut qu'il soit comme dans mon esprit. Parce que je reçois une image, un flash à un moment donné, il faut qu'il soit comme ça. Quand j'ai fini, s'il n'est pas comme l'image que j'ai reçue, il faut que je le change. Non, OK. C'est étrange. Hein? C'est quelque chose de mystique que je vous conte là. Puis c'est vraiment lié au domaine du rêve. Nous, c'est nos croyances aussi. Tu sais, puis je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, Carlos, tu étais venu entretenir les étudiants justement sur l'art autochtone. Oui. Tu as un peu ton entreprise. Parce qu'on Oui, c'est vrai. On appelle ça un peu une entreprise aussi. Puis à ce moment-là, on t'avait posé la question, tu sais, est-ce que tu penses éventuellement passer le flambeau? Mais est-ce que tu viens de m'expliquer là? Je veux dire, c'est difficile de passer le flambeau à quelqu'un parce que c'est une façon de penser, c'est une façon d'être. C'est une médecine. C'est ça qui me guérit. Et c'est ça qui me lie à plus grand que moi. C'est une façon de prier. Oui. Faire une mitaine, faire un mocassin, pour moi, c'est une façon de prier. J'ai un rituel qui entoure ça. J'ai une façon d'être. J'ai un esprit, j'ai une musique, j'ai quelque chose. Donc, c'est un rituel pour moi. C'est comme une messe, si vous voulez, si on fait un transfert. Fait que je pense que les personnes qui reçoivent ce que je fais, je pense qu'il y a quelque chose de plus dans le produit qu'ils ont, parce qu'ils ont quelque chose de spirituel. Ils ont quelque chose qui a été inspiré par plus grand. C'est pas un mocassin normal? Non, c'est pas un mocassin normal. Souvent, vous allez aller dans les communautés, puis les mocassins sont faits en Chine. Faut vraiment pas vous faire prendre. Faut regarder comme il faut. Le made in Carlos. Faut faire vraiment attention. Donc, ou souvent, sont faits à la machine. C'est correct. Il y a des gens qui font à la machine. C'est correct, mais moi, je ne fais pas à la machine, je le fais à la main. C'est pour ça que c'est long. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'audace et le courage que tu as d'assumer le fait que, tu sais, ça va me prendre plus de temps, mais il y a une connexion avec tes valeurs, avec ta philosophie qui est en arrière. Puis, outre le produit, c'est toute la démarche pour être capable de le faire. Ce qui fait en sorte aussi que c'est un produit qui est unique. Tu sais, quand j'ai acheté les 2 capteurs de rêve à Noël passé, écoute, finalement, je n'ai gardé un. OK. Tu devais les offrir les 2, tu en as gardé c'est ça, il y a quelqu'un qui n'a pas eu de cadeau. Celui-là là, que tu m'as rajouté puis que finalement, j'ai acheté en deuxième, là, il est tellement hot. Là. Puis là, il m'expliquait toute la particularité de ce capteur de rêve-là comparativement aux autres. Fait que là, pas le choix. Écoute, il y avait une griffe je me souviens plus. Puis là, il y avait une plume. Puis là, il expliquait tout ce qui était alentour. C'était impressionnant. Fait que là, tu te dis, crime, si j'achète un capteur de rêve qui a été fait en série, en quelque sorte, c'est pas bon. C'est pas la même chose. J'aurais pas la même chose. Puis moi, dans mes valeurs personnelles, je crois en cette spiritualité-là. Quand tu as quelque chose, tu sais, tantôt... tu as fait le petit rituel de sauge. J'ai apprécié. Moi, je me sens bien. Puis on a parlé quand même de sujets qui étaient délicats parce que... Puis moi, c'est des sujets que je me dis, il faut qu'on en parle de c'est important. De ces particularités-là. Puis pourquoi qu'on a une semaine Mamu maintenant? Puis pourquoi que... parce que là, moi, je vois vraiment une différence avec les dernières parce que là, on sent qu'on a une conférence de presse. Conférence de presse. Quoi, il y a des artistes. Qui est faite par des Autochtones aussi. C'est-à-dire que Wapistan, c'est une étudiante autochtone. Shawit, c'est un autochtone. Tous les danseurs de Mastoyatch et de Robert West, ce sont des Autochtones, Atikamekw et Innu. Je suis un Innu. Donc, à peu près tous les actants sont des Autochtones ou des personnes qui ont été référées par des Autochtones. Valérie Ouellette est très, très aimée par les étudiants autochtones. Donc, elle a été choisie, elle, par nos étudiants. C'est vraiment les étudiants qui l'ont vraiment, choisie. C'est elle qui l'ont. C'est pas Valérie qui s'est imposée. C'est vraiment les étudiants qui ont dit on l'aime, ce prof-là, à nous apprendre quoi. Tu sais, fait que Valérie était vraiment contente. Puis moi, je suis content de l'avoir, Valérie, avec c'est nous. Clair. Elle est tellement compétente en plus. Puis, tu sais. Il parlait ce matin
en conférence que suite, au printemps, il va y avoir une visite là, des écoles, des communautés. Des communautés, oui. Est-ce que toi, tu fais partie de ça? Non, ou je non? n'irais pas. Ça ne fait pas partie de ma nature. OK. Je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je suis trop timide d'abord et avant tout. Je n'ai pas l'air timide comme ça quand Ouais. vous me voyez. Mais je suis timide en maudit, là. Tu sais, conférence de presse ce matin, pour moi, c'était difficile, là. Puis commencer ici, là, je suis correct, je suis à l'aise. Mais je suis quelqu'un de timide. Donc, il y a quelqu'un... Moi, je suis libéré d'un cours pour faire ce que je fais maintenant. Donc, pour la semaine Mamou, pour partir le local, superviser les étudiants autochtones qui en ont besoin. Ils ont engagé quelqu'un qui va commencer le 8 avril. OK. Donc, qui va venir justement faire la tournée des communautés et tout ça. Moi, je vais pouvoir travailler avec lui au début, je vais pouvoir l'aider. Je l'ai accueilli tantôt, justement, il vient me voir à mon bureau. OK. Alors, ils vont avoir de la chance. Les étudiants, c'est une belle et une bonne personne. Donc, ça va vraiment être le fun pour eux d'avoir une personne comme ça. Puis le cégep, c'est un beau cadeau pour eux aussi. Effectivement. Donc, c'est plus lui qui va faire la tournée des OK. communautés. Pour nous, c'est important. On est affiliés à Rio Tinto, qui nous ont vraiment beaucoup aidés dans la semaine Mamou, qui nous aident aussi pour la tournée des communautés. Donc, la tournée des communautés, c'est quoi? C'est d'aller faire de la promotion du cégep de Chicoutimi, de nos programmes dans les différentes communautés autochtones pour les inviter à venir nous rejoindre. Bien sûr, dans cette tournée-là, on va parler du local autochtone, du cours qui s'en vient, du cours de français qui s'en vient, la semaine Mamou. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on crée maintenant, là, du comité de sécurisation culturelle que je pilote aussi pendant cette session-ci. Donc, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent là, qu'il n'y avait pas avant, qui peuvent être attirants pour les étudiants autochtones venant de communautés. Oui, puis qui peuvent être sécurisants. Sécurisant parce qu'on a besoin de sécurisation culturelle. Hein. C'est la mode, c'est un petit peu partout maintenant. Le système scolaire est en train de s'autochtoniser. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça l'autochtonisation. C'est difficile à dire. Oui, c'est pas évident. Donc, puis je suis en lien aussi avec Stéphanie Gay du Centre d'octotonisation des Rives du Saguenay. Donc, eux autres ils font du gros travail aussi dans les écoles primaires, secondaires, là, ces personnes-là. On n'y pense pas, mais ils font du gros travail là, avec les jeunes autochtones. Il y a le Centre Mamic aussi, qui est vraiment important, tout près d'ici, tout près du cégep. Donc, il y a beaucoup de choses à Chicoutimi. Il y a beaucoup d'éléments culturels qu'on peut aller chercher là, et qui sont intéressants et qui peuvent attirer des gens de provenant de communautés. Oui, puis on est quand même la capitale régionale. Donc, Exactement. les gens vont descendre Il y a Là, tu l'université. parles de Jonquière? Non, tu parles de Chicoutimi parles de ou Chicoutimi. de Saguenay? de là? Chicoutimi. Ah, OK. Non, on n'est pas au On est Chicoutimi. plus vieux, nous autres. Chicoutimi. Hein? Donc, on parle de Chicoutimi. Il y a l'université, il y a le cégep Oui. de Chicoutimi. Donc, ça peut être attrayant. Là. Il y a le Centre Mamic à Chicoutimi. Tout ça est dans... On peut tout faire ça à pied. Tout est à côté. Tout est à côté. Fait que, tu sais, ça peut être attirant, attrayant pour des étudiants autochtones. Donc, c'est une belle tournée. Inou, puis Atikamek aussi. Donc, la personne va faire les deux côtés. Du côté de Trois-Rivières, du côté de la Côte-Nord jusqu'à Natashquan, je crois, là. C'est bon. Au Ouachat, je ne me souviens plus, là. Mais une bonne pour tournée. visiter, c'est une bonne tournée. C'est une tournée qui est essentielle, là, qui va vraiment... On fait du bien. puis qui mise vraiment sur la fierté aussi qu'on a de recevoir des étudiants autochtones, de les aider dans leur parcours, de les accueillir, puis de dire qu'on est fiers d'eux. Effectivement. C'est beaucoup de fierté. Oui. D'avoir des étudiants autochtones ici, c'est beaucoup de fierté. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer à quel point c'est de la fierté. Non, puis avec ce que tu nous racontes aussi, que non plus, la scolarisation, c'est pas nécessaire. Il y a une portion aussi culturelle à ça. C'est-à-dire que ça part de la famille dans laquelle tu as été élevé. Moi, dans ma génération, en fait, dans ma famille, je suis dans la première génération de l'universitaire. Puis j'y ai été, pas parce que mes parents y ont été, c'est parce que j'ai eu le goût d'y aller. J'ai été chanceux à ce niveau-là. Mais Oui. moi, mes enfants, c'est sûr que j'essaie de faire la promotion cégep, université. J'essaie, pas que c'est meilleur qu'un DEP, par exemple, mais j'essaie vraiment de susciter en eux cet intérêt-là. Puis, en parler, faire les tournées, dire aussi aux gens que c'est accessible, c'est possible. Quand c'est un peu loin, dans le sens autant physique que ça ne fait pas nécessairement partie tout le temps des discussions. Mais effectivement, il y a une grande fierté, je pense, qui est associée à ça. C'est une grande fierté, là. puis pour la communauté aussi, c'est une grande fierté. Si moi, je suis en communauté, puis mon enfant s'en va étudier à Chicoutimi, mon enfant s'en va étudier à Chicoutimi quand même, tu sais, c'est quelque chose. Puis souvent, plusieurs retournent dans leur communauté ensuite Tout à fait. pour faire profiter leur communauté de à leur fait. savoir. Donc, C'est une richesse. c'est une grande richesse. Donc, ça apporte à la communauté, ça apporte beaucoup parce que le but, c'est que éventuellement tous les postes importants soient comblés par des Autochtones dans des communautés.
Il y a beaucoup d'enseignants allochtones qui vont enseigner à droite et à gauche parce qu'il n'y en a pas. Il manque d'enseignants dans les communautés. Il en manque des allochtones, imaginez, dans les communautés. Donc, le but, c'est que tous les postes soient complets éventuellement par des Autochtones pour des Autochtones. C'est ça, la prise en charge des Autochtones par eux-mêmes. Et c'est de ça qu'on a besoin. D'arriver ce serait vraiment... Mais c'est ça. Le but, c'est ça. Le but ultime, c'est ça. De se délier de la tutelle gouvernementale, d'arrêter d'être considérés comme des mineurs, puis de se prendre en charge, puis de structurer nous-mêmes notre société. Ah, c'est bon. Carlos, j'ai envie de donner une carte chouchou. J'en ai pas physiquement, mais moralement. Non, mais quand j'ai une carte chouchou, j'aimerais ça qu'à chaque fois que ça tente de venir, que tu dis, j'aurais un sujet que j'aimerais ça aller parler dans le balado. Okay. Tu m'envoies un petit message. Merci. Puis, je pense qu'on a intérêt à discuter. Puis à en parler. Ça commence comme ça, hein, la réconciliation. Ça commence par se rencontrer, en parler, puis démystifier des choses. Oui, puis tu sais, si dans ton entourage, tu as des étudiants qui veulent venir, je vais les rencontrer, on va préparer un sujet, on va leur faire vivre cette expérience-là de balado, parce que tout le monde peut gagner à ce qu'on se parle. Moi, je le pense. Fait que je te lance cette invitation-là sans pression, parce que je sais que tu as une to-do list. Puis que non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je te le rajoute pas à tes tâches. Mais si tu as un flash, tu te dis à un moment donné, Caroline, il faudrait que j'aille en parler. Ou j'ai un étudiant que, au jeu de nouveauté, on a fait un balado un peu plus long, parce que c'est une grande entrevue, je pense, pour notamment la semaine Mamou, puis tout ça. Mais c'est un sujet, on peut se faire une petite chronique, un petit 10 minutes avec les collaborateurs en table ronde. C'est tout le temps agréable. Ah oui, fait que, je te lance cette opportunité-là. Merci beaucoup. Puis tu vois, là, comme tu parlais de Nancy Vaillancourt. Nancy Vaillancourt est déjà venue dans le balado. Ils font du beau travail en colline, ces filles-là. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je l'ai dit tantôt, je le redis. Ils font vraiment du beau travail. Fait que, tu sais, la porte est ouverte pour qu'on puisse en jaser. On a déjà reçu Mélanie Paul en entrevue aussi pour parler d'entrepreneuriat autochtone. Fait que, moi, de mon côté, ça va toujours être oui. Puis on va s'organiser, puis que même si des fois les gens sont un peu gênés, on s'organise pour mettre les gens à l'aise. Puis dans ce temps-là, au pire, on rajoute d'autres personnes. Puis comme aujourd'hui, c'est parce que Marc est à ma disposition, puis que je sais que c'est un... Non, mais... Je suis proche. Non, c'est pas que t'étais pas... On sait que c'est pas parce que tu n'étais pas à l'aise, au contraire. T'es fantastique, là. Tu passes très bien en Non, puis Benoît, moi, quand tu m'as demandé pour être là avec Carlos, moi, ça me faisait plaisir parce que Carlos, moi, personnellement, je l'admire. Je trouve que c'est une... Il y a une personnalité qui il y a quelque chose. Puis vous deux, vous êtes dans un club select. Oui, nous autres, on que est moi, vraiment... je fais pas partie. Mais que vous êtes dans un club select. Les mentions d'honneur. Les mentions d'honneur. Non, les mentions d'honneur. Fait que, tu sais, je me sens privilégié de vous avoir. J'ai eu 2 mentions d'honneur. Mais t'es vraiment chanceux qu'on a accepté de Effectivement. Mais ça... Je vais demander une signature. OK, alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Alors, mes très chers, c'est sur ce que cet épisode prend fin. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a suscité aussi peut-être de l'intérêt ou du questionnement sur les premiers peuples, les communautés autochtones. Si toi-même, tu fais partie d'une des communautés, viens voir Carlos ici au Cégep, prends ton information, ça vaut la peine. Et pour les Allochtones, écoutez, soyons ouverts puis prenons le temps d'écouter et d'établir la discussion. Je pense que c'est très important. Alors sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!